C'est l'heure du sonneur. Et oui, dimanche prochain, l'Europe entière aura les yeux rivés sur l'Allemagne puisque des élections importantissimes sont organisées ce 23 février. Pour rappel, elles procèdent de l'échec du chancelier socialiste Olaf Scholz à faire tenir cette coalition socialo-écolo-libérale. Ces élections ont lieu sous haute tension avec une campagne fortement marquée par les sujets d'immigration, d'insécurité, alors que plusieurs meurtres ont été commis par des migrants en Allemagne depuis Noël. Et si la CDU, le centre droit, semble en bonne posture dans les sondages, tout reste flou pour le moment sur sa capacité à former une coalition. Et puis, dernier fait important qui a beaucoup fait parler, la montée de l'AfD, parti qualifié d'extrême droite dans les médias officiels, mené par Alice Weidel et fortement soutenu sur les réseaux sociaux par Elon Musk. Alors, pour y voir plus clair ce matin, nous sommes très heureux de recevoir Alain Falento. Bonjour Alain Falento. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes entrepreneur, conseiller économique basé en Allemagne, auteur de 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe aux éditions Riposte laïque et dernièrement Frexit, tout va bien se passer aux éditions Résistance républicaine. Alors est-ce que pour ces élections, Alain Falento, tout va bien se passer ? Ça s'annonce très intéressant parce que historiquement, disons que la politique allemande était centrée sur deux grands partis, le CDU-CSU centre-droit, le SPD centre-gauche. Et bon, ils arrivaient toujours à former une coalition avec les autres. Un Mais petit là, peu si on comme prend les derniers sondages, l'UMP-LPS dans les années oui, c'est 2005-2010. ça. Alors, donc, le centre-gauche s'effrite petit à petit, en train de disparaître, surtout avec Olaf Scholz, un peu comme les socialistes chez nous. Donc, ils sont en train de mourir gentiment. Et là, si j'en crois les derniers sondages que j'ai sous les yeux, je regarde, donc le centre-droit serait crédité de 30% des votes. Mm. Mais le deuxième parti, maintenant, c'est l'AfD. Qui devient incontournable avec 20%, qui va pratiquement doubler son score. Et après viennent le SPD, donc le centre-gauche avec 15%, et les Verts quasiment au même niveau. Donc il faut former une coalition, et ça va être très compliqué, et c'est très incertain, parce que vous avez trois partis. Il faut savoir qu'en Allemagne, si vous ne faites pas 5%, vous n'êtes pas représenté. D'accord, il y a un seuil de 5% pour pouvoir être en représentation au Bundestag. Or, il y a trois partis, dont les libéraux, qui sont les libéraux, l'extrême gauche, qui est subdivisée en deux, Die Linke, et puis donc le BSV, un espèce d'ovni politique apparemment d'extrême gauche, mais disons avec beaucoup de valeurs de droite, et qui sont crédités avec entre 4 et 6%, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils seront représentés ou pas. Donc, étant donné il y a ici, comme un peu chez nous avec le Front National, le Rassemblement National, ce qu'ils appellent un cordon sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune alliance, a priori aucune alliance qui sera faite avec l'AfD, eh bien, ça va être très difficile pour le centre droit de former une coalition. Ils sont condamnés à le faire avec les Verts, mais ça ne suffira pas. Il va falloir trouver peut-être une dizaine de pourcents ailleurs. Et je vois vraiment pas comment ça va se produire. Oui, parce que là, donc, on est d'accord, le centre droit, comme en France, finalement, refuse a encore ce fameux cordon sanitaire qu'on peut voir, nous, avec le Rassemblement national. Et a priori, c'est exclu l'idée qu'il gouverne avec l'AfD, alors qu'à eux deux, ils pourraient faire plus de 50% des voix. Eux deux sont quasiment peut-être pas, mais disons qu'au niveau local, ils ont déjà des micro-alliances. La tentation est grande. Ils ont d'ailleurs récemment, le CDU a voté une loi anti-immigration proposée par l'AfD, ce qui a fait scandale. Mais a priori, officiellement, il n'y aura pas d'alliance avec l'AfD parce qu'il est qualifié de parti, en Allemagne, qualifié de parti d'extrême droite. D'accord. Voilà. Alors, quand vous regardez le programme de l'AfD, sincèrement, moi je l'ai regardé en détail. Ça s'appelle juste dans le reste du monde de la normalité. Ils veulent faire de l'Allemagne un pays normal. C'est d'ailleurs leur slogan. Oui. L'Allemagne, mais normale. C'est-à-dire quoi? Ils ont une définition de ce qu'est un pays. Un pays, ça bat monnaie, ça vote des lois, ça les applique et ça décide de la guerre et de la paix. Donc à ce titre-là, pas plus que la France, l'Allemagne est un pays. Et l'AfD veut juste redevenir un pays. Le seul problème qu'il y a, c'est que vous avez à sa tête Alice Weidel, qui est une femme très, très, très intelligente, mais qui est accompagnée, disons, de gens qui sont pas raisonnables, disons, dans leur comportement, qui sont dans la provocation permanente. Si je prends le numéro 2, par exemple, qui s'appelle Björn Höcke, il y a pas très longtemps, il a fait scandale parce qu'il a utilisé sciemment, probablement, un slogan des nazis, des SA. En tant que prof d'histoire, ils peuvent pas l'ignorer. D'accord. D'accord. Donc ils sont dans la provocation permanente, et ce qui fait qu'ils sont pas
Oui, je crois pas que vous encore disiez complètement que crédible pour. l'AFD a un petit peu les mêmes problèmes que le Rassemblement, le Front National des années 80, où il peut y avoir au niveau voilà, des responsables politiques, certains responsables politiques qui, ce qu'on appelle des dérapages, alors bon, voilà, mais en tout cas qui ont des provocations, qui ont des propos très provoquants et qui peuvent donc rebuter une partie de la population en dépit du programme. C'est bien ça. Ils ne sont pas au même stade de développement que le Rassemblement national chez nous. Le Rassemblement national est dans une perspective de normalisation, alors que pour l'instant, ils sont a priori volontairement dans une perspective de radicalisation Ah oui. pour collecter des votes. Et donc, mais donc, ils ne pensent pas pouvoir prendre le pouvoir. En tout cas, ils n'ont pas la volonté forcément de rassembler pour prendre le pouvoir dans l'immédiat. Dans mon analyse, non. D'accord. Je vois pas ça se profiler. Alors, on va continuer à parler de l'AfD, puisque une des thèmes, une des choses qui a fait parler pendant cette campagne élection fédérale, pardon, c'est le soutien actif, très actif d'Elon Musk sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des dons d'argent, en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a une promotion active de l'AfD par Elon Musk. Comment est-ce que ça a été perçu en Allemagne et est-ce que ça a eu un réel effet? Parce que effectivement, vous l'avez dit, l'AfD est en passe de doubler son score. Son précédent record électoral était de 12,6%, je crois. Là, on est autour de 20%. Autour de 20%, Mais oui. on n'est toujours pas en mesure non plus de prendre le pouvoir. Alors, donc, est-ce que c'est un échec d'Elon Musk, cette campagne active sur les réseaux sociaux? Disons que non, on en parle pas mal et disons que la classe politique allemande est fort mécontente de cette intrusion dans la vie politique allemande, c'est certain. C'est-à-dire, si vous voulez, en Allemagne, c'est un peu bon, entendons-nous bien, la situation ici, c'est quand même autrement meilleur qu'en France, hein, soyons clairs, que ce soit du point de vue économique, endettement, chômage, ça n'a rien à voir. Ça nous rassure pour vous déjà, parce que en France, on est vraiment... Mais simplement, c'est quand même leur monde. Il y a leur monde qui est en train de s'effondrer. Pendant des décennies, ils ont vécu avec une monnaie faible, l'euro, qui leur permet de générer des excédents commerciaux, un chômage quasiment inexistant, une sécurité intérieure, une sécurité extérieure confiée entièrement à l'OTAN, ce qui leur permettait de rien dépenser en matière militaire. Et tout à coup, tout ça vole en éclats avec des prix de l'énergie multipliés par 10, une immigration absolument hallucinante sous l'impulsion d'Angela Merkel, qui a fait rentrer plus d'1,5 million, soi-disant à l'origine. On leur avait vendu des dentistes spécialisés et des ingénieurs de haut niveau, et malheureusement, il s'avère que c'est pas nécessairement le cas. Et donc, et avec ce qu'ils pensaient être leur allié américain, ils se retrouvent avec le Commodore Perry, si vous voulez, si je puis, qui est celui qui avait bombardé les côtes japonaises pour les forcer en 1850, je crois, pour les forcer à ouvrir leur marché. Bah, c'est un peu ça. Ils sont encore sous le choc. D'accord. Et donc oui, on va parler justement de cette campagne, puisque deux thèmes, vous en avez relevé un qui est l'effondrement économique, en tout cas en Allemagne. Vous parlez aussi souvent de l'effondrement, enfin en tout cas les difficultés économiques. Oui, on ne va pas se comparer à la France non plus, mais pour les Allemands en tout cas qui ont vécu pendant 30 ans de manière voilà, très, très prospère, c'est un début c'était quand même un coup. Et puis l'immigration également et la violence, puisqu'on a vu depuis Noël notamment plusieurs attentats, plusieurs faits de meurtres commis par des migrants, la plupart en situation illégale, je crois. Donc on a eu cet attentat à la voiture bélier au marché de Magdebourg. On en a eu un autre attentat à la voiture bélier fin janvier. Et puis récemment, un Afghan qui a aussi tué une mère et sa fille, je crois, en pleine rue en Bavière. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à prendre chez les Allemands cette idée que l'insécurité et l'immigration sont liées? Absolument. Si vous voulez, quand on discute avec les gens, ça commence à imprégner, parce que c'est une évidence. C'est un peu comme en France, si vous voulez. On a nié, dans les médias officiels, on nie la réalité, mais malheureusement, la réalité s'abat sur vous avec d'autant plus de violence. Et il est bien évident maintenant pour tout le monde qu'il y a un lien entre l'immigration générée par Angela Merkel. Et d'ailleurs, ces élections vont être peut-être l'opportunité de faire un bilan de son exercice du pouvoir. Parce que pour l'instant, si vous voulez, il y a une espèce d'omerta. Angela Merkel, c'est une espèce de vache sacrée en Allemagne. Personne n'ose vraiment critiquer. Mais Merz, lui, n'a pas à se priver, parce que celui qui va probablement devenir chancelier, Friedrich Merz, a été débranché politiquement par Angela Merkel.
Elle l'a C'est-à-dire? écarté pendant. Eh ben, c'est-à-dire qu'elle l'a écarté de la CDU. Et il a même abandonné la politique pendant très longtemps. Il s'est reconverti, il a fait beaucoup d'argent chez BlackRock, si mes Oui. souvenirs sont bons. Il a tenté, c'est un revenant, c'est un revenant de la politique. Il a tenté de revenir, il a échoué 2 fois à la présidence du parti, et là, c'est son avènement. Et lui, il n'a aucune raison disons, de cacher la réalité de ce que fut le mandat d'Angela Merkel, qui, économiquement, il faut le dire, elle a bénéficié des mesures de son prédécesseur. C'est ça la vérité. Elle a surfé sur les mesures de Gerhard Schröder. Sa gestion de la dette, de la crise de la dette européenne, a été une catastrophe. Elle aurait pu éteindre l'incendie immédiatement. Elle a préféré mettre de l'huile sur le feu. Elle en Mm. est grandement responsable. Et ce qu'elle a fait en matière d'immigration est une catastrophe. Alors, soi-disant, c'est ce 1,5 million d'immigrés musulmans allait apporter encore plus de prospérité. Et maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas le cas du tout et qu'il commence à poser de gros problèmes de sécurité. Voilà, alors justement, je voulais parler avec vous de ce Friedrich Merz, donc ça nous donne l'occasion. Il a été effectivement membre du conseil d'administration de BlackRock et de HSBC. Et selon vous, quand même, il aurait tendance à plutôt faire le bilan d'Angela Merkel et donc peut-être prendre le contre-pied et droitiser un petit peu, ou en tout cas nationaliser un peu son programme, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça reste quelqu'un de mondialiste qui va continuer dans cette Europe fédérale? Un mondialiste otanien, ça c'est Oui. certain, mais quand même bien plus à droite qu'Angela Merkel, bien plus conservateur. Donc, a priori, son projet, c'est bien sûr de rester dans l'Union européenne, parce que l'Allemagne a encore tout à y gagner. Hein. Elle a fait, enfin, je veux dire, une grande partie de son succès C'est une sorte économique. de Bruno Retailleau, en fait, entre guillemets, pour clarifier le trait. Avec- Oui, Ouais. c'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison en matière de mentalité, c'est vrai. D'accord. Ce serait un peu ça. Et plus à droite qu'Angela Merkel, c'est certain, mais qui va tenter, à mon avis, de reprendre le contrôle. Il l'a dit d'ailleurs de l'Union européenne à son avantage. Ils vont supprimer, disons, beaucoup de normes, beaucoup de projets comme cette espèce de CSRD, de reporting extra-financier qui plombe encore un petit peu plus toutes les entreprises, même les entreprises allemandes. Donc il va reprendre la main, théoriquement, sur l'agenda européen. C'est ce qu'il va tenter de faire. Et il faut savoir que lui, il n'est pas anti-nucléaire comme l'était Angela Merkel. Donc ce qui va aussi poser problème s'il est contraint de faire une alliance avec les écologistes. C'est sûr, mais d'ailleurs, on se demande avec qui il va pouvoir faire alliance, parce qu'effectivement, là, ça a l'air d'être un sacré bazar. Mais tout de même, alors je voudrais revenir sur la campagne, parce que en France, vous le savez, on a ce fameux effet barrage au second tour et cette bien-pensance qui se déchaîne à chaque fois que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Est-ce qu'on a la même chose en Allemagne? J'ai cru voir que les principaux responsables des églises chrétiennes avaient fait une déclaration commune pour protéger la démocratie, donc sous-entendu ne pas voter pour l'AfD. Et puis on a aussi, si on peut avoir la photo, cette responsable de l'AfD qui a été condamnée, je crois, à 6 000 euros ou 6 000 dollars d'amende pour avoir partagé un sondage justement sur les liens entre l'immigration et l'insécurité. Est-ce que voilà, on a ce début de persécution? Et puis je rajoute un dernier élément, on n'a pas pu montrer la vidéo, mais on a, vous nous direz si c'est vrai, des vidéos qui ont circulé cette semaine montrant des policiers perquisitionner des domiciles de personnes qui, en Allemagne, ont posté des montages considérés comme racistes, et donc ça leur a valu d'avoir leur téléphone et leur ordinateur saisis. Est-ce qu'on a ce déchaînement un peu liberticide qui, en ce moment en Allemagne, qui opère vraiment? Il y a absolument un déchaînement liberticide. D'ailleurs, il est même question en Allemagne, il y a des tentatives d'interdire l'AfD, carrément. Ah oui. D'accord, en le déclarant un danger pour la Constitution. Mais il faut savoir que, vous savez, l'Allemagne est un pays qui est extrêmement vérolé par le wokisme, par exemple. Et si l'AfD, c'est une réaction immunitaire vis-à-vis de tout ça. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une institution en Allemagne qui est le journal télévisé, d'accord, qui s'appelle le Tagesschau. C'est-à-dire, depuis des décennies, ça commence à 20 heures précises, et ça commence toujours par la même phrase. D'accord. Bonsoir, mesdames et messieurs, nous accueillons sur le Tagesschau. Et moi, comme je suis à l'étranger, donc j'observe différemment, et j'ai remarqué il y a quelques semaines que le mesdames et messieurs avait disparu.
Ah oui. Sous la pression, et oui, sous la pression des woke, parce qu'il faut tenir compte de toutes les possibilités, les moitié dame, moitié monsieur, un quart dame, ni dame ni monsieur, voilà. Donc Ah, mais on n'a plus le temps de faire l'émission si on salue tout le ils monde. sont, ils sont même parvenus, il faut savoir, c'est intouchable ce truc-là, d'accord? Le journal télévisé du soir, c'est un monument, une institution. Eh bien, ils sont parvenus à modifier ça. Et Ouais. ça insupporte. Ça insupporte une grande partie des Allemands. Et ça explique le succès de l'AfD. Et la droitisation. Alors, une dernière question pour finir. Étant donné les scores vers lesquels on se dirige, déjà une première question, est-ce que les sondages peuvent mentir comme ça arrive parfois ou se tromper pendant les élections, ou est-ce que vous les considérez comme fiables en Allemagne? Et puis, pour finir, avec ce Friedrich Merz à la tête de l'Allemagne, on va dire qu'on va le mettre chancelier et en supposant qu'il applique qu'il parvienne à imposer une partie de son programme, qu'est-ce que ça pourrait changer concernant la France, puisqu'on voit qu'il veut remettre les intérêts allemands au centre de l'Union européenne? Est-ce que en France, ça pourrait nous faire pâtir de cette situation? Vous savez, comme partout dans les sondages, vous avez une marge d'erreur. Et il se trouve que cette marge d'erreur ces particularités des élections allemandes où en dessous de 5%, vous n'existez pas, eh bien, on est plein dans la marge d'erreur. Donc, on ne sait pas qui sera représenté, on ne sait pas dans quelle proportion. Donc, c'est très instable. C'est un équilibre extrêmement instable. Pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qui va se produire. On sait juste que probablement Merz sera chancelier. Maintenant, ce qui concerne la défense des intérêts allemands, ce qui diffère vraiment de la France, c'est que tous les partis politiques sont d'accord sur une chose, la défense de l'industrie allemande. Alors, ils ont une conscience de ce qui est important, la production et l'industrie. Donc, ils iront tous dans la même direction, à savoir la défense de leurs intérêts nationaux, en utilisant les institutions européennes. Bon, ça change de la France. Mais en tout cas, merci beaucoup, Alain Eh ben, Falento. Et puis, si vous le voulez, si vous êtes d'accord, on se donne rendez-vous lundi pour faire le bilan de l'élection, si vous êtes disponible. avec plaisir. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Alain Falento. Je C'est moi. rappelle, entrepreneur, conseiller économique basé en Allemagne, auteur de 2 livres, 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe, aux éditions Riposte Laïque. Et dernièrement, Frexit, tout va bien se passer, aux éditions Résistance républicaine.